l'arrêté et le décret qui convoque la population au référendum et qui lance les opérations électorales de campagne liées au référendum. Le référendum est une élection où il y aura des camps, certains pour le oui, d'autres pour le non, d'autres pour l'abstention. Et chaque camp doit disposer des mêmes moyens à proportion égale en matière de panneaux d'affichage. Voilà un camp qui milite pour le oui, qui anticipe sa campagne, donc qui gagne une longueur d'avance par rapport à ceux qui vont dire non et ceux qui vont s'abstenir. Et ça, on vit ça où? Et quand? En pleine transition, dont la mission est laquelle? Restaurer les institutions. Mais on se moque de qui finalement? Soit on restaure les institutions, soit on enlève restauration des institutions, la définition du CTRI, et puis on laisse le désordre se faire. Si déjà pour ça, les autorités qui sont censées montrer l'exemple violent, mais quand sera-t-il du respect de la Constitution et des autres textes? Si seulement pour une élection référendaire, on se lustre à travers des violations, mais quand serait-il pour des textes majeurs comme la Constitution? Il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête. Je le dis encore une fois de plus. Il faut qu'on arrête. On sort de loin. Nous, s'il n'y a pas eu les militaires, on n'existerait plus. Et je sais de quoi je parle. Donc on n'a pas pris des risques pour venir se contenter d'un poste. Avec ou sans poste, je vais aider à la transition parce que je crois à la bonne volonté de cet homme. Et je lui ai déjà dit, je l'ai déjà dit, avec ou sans poste. Le poste me sert parce qu'en tant que quelqu'un attaché à la loi, il me permet de faire avancer des textes. C'est le seul intérêt de ce poste. Je suis vice-président d'une institution qui est l'Assemblée nationale, je ne me plains pas. Malgré les conditions, je ne me plains pas du tout. Ça fait une année que je suis vice-président, je n'ai pas de voiture de fonction. Ce n'est pas seulement pour moi, mais c'est pour tous les vice-présidents de l'Assemblée. On ne se plaint pas. Le budget lié au traitement des textes, avoir un cabinet, a été supprimé. Mais ça ne m'empêche pas de venir toi et d'être le dernier parti de l'Assemblée à rédiger des propositions de loi. C'est comme pour dire que ce n'est pas une histoire de confort. Parce que Dieu a toujours pris soin de moi. Voilà les priorités sur lesquelles nous, autorités de transition, doit s'appesantir. Ce sont ces priorités. On parle d'une élection référendaire. Même le cadre législatif en rapport avec une élection référendaire, on n'a pas encore défini. Concours déjà pour dire votons oui, votons non. Pourquoi? Parce que la loi électorale sert de loi cadre. Elle définit les grands principes pour chaque catégorie d'élection. Mais chaque catégorie d'élection est appuyée par une loi spéciale en rapport avec cette élection. Voilà qu'on a modifié la loi 4. On a renforcé le référendum. Mais on n'a pas de texte spécial sur l'organisation du référendum. On court organiser un référendum, on court où? Voilà. Pour l'élection présidentielle, il y a une loi spéciale pour l'élection du président de la République. C'est la loi 16/96 du 15 avril 1996 portant dispositions spéciales relatives à l'élection du président de la République. Cette loi vient compléter la 7/96 qui fixe les principes généraux de toutes les élections. Pour l'élection des députés législatifs, on a la loi 17/96 du 15 avril 1996 portant dispositions spéciales relatives à l'élection des députés. Elle vient s'appuyer sur la 7/96 en rapport avec toutes les autres catégories d'élections. Pour les sénateurs, vous allez voir que les lois, les numéros se suivent. 16 pour la présidentielle, 17 pour les députés, 18 pour les sénateurs, 19 pour les conseillers municipaux. On devait avoir une loi, peut-être numéro 20, pour l'élection référendaire. Mais on n'a pas de loi spéciale sur l'élection référendaire. Au lieu de chercher d'abord à faire adopter une loi sur l'élection référendaire,
On court pour chanter au oui et on viole la 7/96 en son article 69 en affichant, en lançant la campagne de façon publique. Tout ça dans un État qui s'est engagé à restaurer les institutions. Il faut qu'on fasse le choix. Soit ceux qui ont la pratique d'induire leur gouvernement en erreur continuent de le faire comme ils l'ont fait sous Omar Bongo et Swali Bongo. Soit on prend d'autres dispositions pour faire de notre transition la plus belle, surtout qu'on a la chance d'avoir à la tête un bâtisseur. Je ne le dis pas parce qu'il faut le dire. Quand je me suis engagé dans le cadre de cette transition, il faut apprendre à apprécier chacun en fonction de sa nature. Vous allez voir sur mon poste, sur mes postes, le général Oligui était président de la GR, était patron de la GR. J'avais des difficultés, moi, à émettre des critiques sur cet homme. Pourquoi? Je voyais comment cet homme, en tant que patron de la GR, a révolutionné la GR. Il a inséré les pygmées, il commençait à construire les marchés, ainsi de suite, ainsi de suite. Cet homme n'était pas là en 2009 et en 2016, quand nos frères et nos sœurs ont été tués. Il était quasiment en exil. Il est rentré au Gabon en 2019. Et il a eu l'opportunité d'être à la tête de l'armée, le corps d'armée le plus puissant jusqu'aux élections. Comme je l'ai dit hier, ou sur un autre plat, il avait deux attitudes. Soit faire comme ses prédécesseurs qui avaient pris leur argent en 2009, en 2016, en tuant les Gabonais, soit de faire ce qu'il a fait pour éviter un bain de sang. Il a choisi l'autre option qui n'était pas garantie. Pour ceux qui suivent l'actualité, qui ont suivi la préparation des élections, avant le scrutin, on voyait déjà sur la toile et dans les médias les conflits qu'il avait en interne. Il n'avait plus la signature, il était isolé. Moi, je peux vous dire comment est-ce que cette élection se serait passée, s'il serait passé. Lui, il se serait retrouvé en prison. On l'aurait accusé d'avoir fomenté un coup d'État. Avec qui? Avec la complicité présumée des acteurs civiques que nous sommes. Parce que quand vous suivez l'actualité, la presse avait commencé son travail en affichant certains acteurs comme moi, même dans l'Union. C'est ainsi que les choses se montent. Quand on veut faire passer ça sous le dos de quelqu'un. Et s'il y avait eu des massacres, on aurait toujours mis ça sous son dos pour légitimer sa détention. Donc, moi je comprends le sens de ce sacrifice. Ce qui n'est peut-être pas le cas pour les Kounabélistes qui ont appartenu au système déchu, qui n'ont pris aucun risque et qui ne mesurent pas le poids du sacrifice des militaires. Parce que ces mêmes personnes, sur le coup d'État, ce serait mal passé. Ils devaient être là en train de dire oui, voilà, des gens qui veulent montrer quoi, ainsi de suite. Je ne connais aucun d'entre eux qui serait allé soutenir Oligui ou Ulrich Manfobi en prison. Aucun d'entre eux. Donc pour nous qui avons conscience du risque, nous avons la mission de préserver cette transition. Et dès aujourd'hui, j'ai fait une année d'observation. Le clash, il est ouvert. On peut collaborer ensemble, on peut travailler ensemble avec ceux du système déchu. Mais ça ne fait pas en sorte qu'on oublie d'où on revient, on oublie qui ils sont. On sait d'où on vient, il faut qu'ils le comprennent. Avec ou sans fonction, mon combat va demeurer le même. Parce qu'avec ou sans fonction, mon combat a toujours été ainsi. Il faut que ça soit bien compris. Donc, on fait un choix. Soit on arrête ce désordre de campagne référendaire abusive, soit on va régler ça d'une autre façon. Et moi, je suis disposé à régler ça d'une autre façon également. Que chacun prenne ses responsabilités et qu'on arrête de salir la transition. J'en ai terminé, je reste disposé à répondre à vos questions. Merci. Comme l'a dit le président lorsqu'il était dans la Nyanga, cet avant-projet de constitution va être envoyé au Parlement. Le Parlement va examiner l'avant-projet pour en faire un projet et le renvoyer au président, qui à son tour va convoquer le référendum.
de cette convocation, le ministre de l'Intérieur va prendre des textes réglementaires pour encadrer la procédure liée à l'élection référendaire. Quand est-ce que la campagne va commencer? Quand est-ce qu'elle va s'arrêter? Quel sera le format du bulletin? Est-ce qu'on aura un bulletin unique où on a oui, non, je m'abstiens et puis la personne coche? Est-ce qu'on aura 3 bulletins distincts? Ou bien 2 bulletins, oui ou non? Et quand on prend les 2 bulletins, mais dans une même enveloppe, ça devient nul. C'est ce que le texte réglementaire pris par le ministre, voilà le format d'annonce du texte. Le décret qui a fixé la période de campagne au référendum. Au nom de quoi on va dire oui? On va dire non. Nous devons de dire la vérité et la réalité aux décideurs. Un président n'a pas la science infuse. Au cours d'un discours, il peut prononcer, donner une orientation, mais c'est à la communication de corriger. En disant c'est un lapsus. Cela se voit dans tous les pays du monde. Même aux États-Unis, sous Barack Obama, il y a des lapsus. Il peut avoir dit quelque chose, mais la communication rattrape. Parce que l'idée est de ne pas faire de ce lapsus-là la règle. Or, nous, qu'est-ce qu'on a constaté? Le président, dans un discours, a appelé à voter oui, mais c'est normal qu'il soit dans cette position. Dans un discours, parce qu'il est porteur d'un projet. Personne ne porte un projet pour s'attendre à ce que le projet soit rejeté. Maintenant, c'est à vous. Au lieu de vous appuyer sur ça pour faire de ce lapsus une norme, c'est à vous maintenant de corriger cela en restituant cette déclaration dans le contexte. Mais qu'est-ce que les gens font? Le président a sorti cette phrase. Au lieu d'aider l'État à corriger le lapsus, tout le monde court et prétexte que comme le président a dit, on doit faire. Et pourtant les gens savent que c'est en violation de la loi. Et qu'ils ont pour mission de dire la vérité au chef de l'État pour dire, bon, vous l'avez dit, certes, mais on va corriger. Parce que voilà comment les choses se font. Et c'est ainsi qu'on est des chefs. On ne met pas la nudité d'un chef comme ça à la place publique, prétextant une parole sortie. On prend cette parole, on la sort de son contexte, on s'appuie dessus. Parce que quel est le sentiment de l'opinion aujourd'hui? L'opinion ne regarde plus ceux qui sont les courtisans du oui ou du non. L'opinion ne retient à l'esprit que parce que le président a dit ça, donc ils sont en train de faire ce que le président dit. Au lieu de corriger ce qui a été dit. Tu dois payer. Mais malgré ça, ils avaient quand même inscrit 16 milliards. 16 milliards. Pour juste lire le droit pour lequel ils sont payés. C'est ça la réalité. Alors, quelques plafonds en matière d'emploi public. Il faut comprendre qu'en matière d'emploi public, nous avons 2 catégories d'employés publics. On a ceux qui sont dans les autorités autonomes et les institutions comme nous, et on a ceux qui relèvent en gros de la fonction publique, parce qu'ils sont fonctionnaires. Alors, je vous ai fait ici une forme de classement des masses, pas masse salariale, mais des fonctionnaires publics ou institutionnels les plus importants. Ce sont des autorités autonomes et des institutions. Dans la loi de finances 2024, c'est 3144 agents. Le plus gros contingent est celui de la présidence de la République. 1219. Vient ensuite la Cour des comptes. Après, l'Assemblée nationale. Le Sénat, la Cour de cassation. Il y a d'autres. Il y a le CES, il y a les autres institutions. Au niveau des ministères, la fonction publique, le plus gros contingent est la Défense nationale. Avec 30 013 agents prévus dans l'exercice 2024. Vient ensuite l'Éducation nationale. L'enseignement technique et professionnel, 3 ministères en un pour 25 000 agents. La santé et les affaires sociales, 14 000 agents. L'intérieur, 8 000. La justice, garde des sceaux. Dans la justice, garde des sceaux, on va compter la sécurité pénitentiaire. 5 114. Enseignement supérieur, 3 552. Ça questionne, effectivement,
sur l'orientation en matière de ressources humaines du pays. Le gros souci est que les forces de sécurité et de défense se retrouvent être le plus gros contingent. Quand les postes budgétaires liés à la santé, à l'éducation et autres, où la demande elle est forte, se retrouvent en sous-effectif. Le danger ici, beaucoup de gens disent vouloir travailler à la fonction publique. Mais la fonction publique ne peut pas être l'entité qui résout le problème du chômage. Je vous explique. Nous sommes à 112 000 agents prévus en 2024. En 2023, c'était 102 000, donc il y a eu une augmentation de 10 000 agents. La masse salariale en 2024 est de 771 milliards. En 2023, elle est de 691 milliards. Cette même masse salariale, en 2009-2010, était en dessous de 300 milliards. Donc en 14 ans, le système de chèque a multiplié pratiquement par 2,5 la masse salariale. Le Gabon fait partie de ce qu'on appelle la zone CEMAC, notre zone économique. Cette zone économique établit ce qu'on appelle des critères de convergence. S'agissant de la masse salariale, la zone économique CEAC a une disposition qui dit que la masse salariale des pays en zone CEAC ne doit pas être au-dessus de 35% des recettes fiscales du pays. Nous, avec notre masse salariale, nous sommes déjà à pratiquement 50%. On continue d'employer. Les autorités de transition pour aider à lutter contre le chômage ont accordé 19 000 postes budgétaires. Or, en 2023, on était à 110 000, 102 000. En 2024, on avait prévu être à 112 000. On avait donc prévu une augmentation de 10 000 agents publics. Là, nous sommes à 19 000. Et ce n'est pas terminé. D'ici la fin de l'année, sûrement qu'on va encore rajouter. Le risque est que d'ici la fin de l'année, on se retrouve avec une masse salariale qui peut être représentée 70% des recettes fiscales. Comme pour dire, tout l'argent du Gabon ne va servir qu'à payer les fonctionnaires. On va investir avec quoi? On crée de la richesse avec quoi? Ceux qui créent de la richesse, ce sont des entrepreneurs. D'où la nécessité de voir comment réguler les dépenses liées à la masse salariale pour dégager un gain afin d'accompagner ceux qui créent à la richesse. Les structures d'accompagnement d'entrepreneuriat, les associations, les organisations de lutte contre le chômage, améliorer l'environnement bancaire et tout ce qui s'ensuit pour inciter à la création de richesses. C'est mon combat quand je parle d'entrepreneuriat, parce que c'est de là où je viens. De toute ma vie, la première fois que je travaille pour quelqu'un, pour l'État, je n'ai jamais rêvé un jour travailler pour l'État. J'ai toujours été à mon compte et je sais que c'est en étant à son compte qu'on aide justement à créer de la richesse et qu'on ne devient pas aussi une charge pour l'État. Mais il faut que nous, en tant qu'État désormais, on mette aussi en place un environnement qui favorise l'entrepreneuriat. Il faut qu'on ouvre les marchés. Il ne faut pas qu'on vienne reconstituer un système où ceux qui bénéficient, par exemple, la majeure partie des marchés du CTRI, ce sont les parents, les amis et les connaissances. Il faut permettre à ce que les Gabonais qui ont leur entité puissent soumissionner et puissent être accompagnés et bénéficier des marchés. Je le dis parce que je reçois tout le temps au bureau des entrepreneurs qui crient à l'aide, d'autres qui sont obligés de fermer parce que l'atmosphère a changé. On a comme le sentiment qu'il y a un nouveau lobbying qui s'est créé pour que les marchés de l'État deviennent la propriété d'un groupe de personnes, d'un groupe de nouveaux riches. Et il faut qu'on tape du poing sur la table pour dire qu'il faut stopper avec ça. C'est pourquoi lorsque j'avais auditionné le ministre de la fonction publique et autres, des TPO, j'ai demandé, j'attends toujours, à avoir la liste et les montants des bénéficiaires des marchés publics au Gabon. Dans quelles conditions ces marchés ont été attribués? On reprend nos activités lundi. Je vais relancer cette question parce qu'il me faut avoir cette information. Il faut assainir cet environnement.
il ne faut pas que l'on tue les entreprises existantes parce qu'il y a des nouveaux qui viennent d'arriver, qui quelquefois n'ont pas l'expertise, mais bénéficient d'une certaine affinité, d'un certain réseau, et décident de s'approprier tout le marché en écrasant ceux qui ont l'expertise et qui essaient de se défendre. À ramener tout ça dans les caisses de l'État.